À l'heure des grands enjeux sur ce Docteur TV, mesdames et messieurs, bienvenue. Quand le sperme devient un enjeu majeur de santé publique, on fait recours au digital, le numérique, donc l'intelligence artificielle qui est de plus en plus sollicitée pour expliquer les problèmes de santé, trouver les meilleures approches. C'est de cela qu'il est question dans notre émission. Nos invités, madame Elsa Delacroix, elle est Sport Manager, donc responsable d'accord de Microptique. Également avec nous au plateau, madame Gloria Martinez-Gamez, elle est biologiste. Bienvenue. Merci, bienvenue. Vous venez de l'autre bout donc de l'Atlantique au Togo, dans le cadre des journées qui ont été organisées ici au Togo. Vous les appelez Sperm Today. Alors, qu'est-ce que c'est, madame Delacroix? Alors, eh bien, Sperm Today, c'est justement faire un petit peu le résumé, voir un petit peu la situation actuelle sur tout ce qui est lié donc à l'infertilité masculine, tout ce qui est lié donc à l'analyse de sperme qu'on appelle le spermogramme. Donc, c'était des journées portant sur comment recevoir un patient, comment traiter l'échantillon, comment poser un diagnostic et surtout comment trouver une solution par la suite. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se faisait, donc on passe à une autre étape aujourd'hui où on va aller vers plus de fiabilité pour pouvoir répondre aisément et beaucoup plus de façon adéquate, j'allais dire, donc aux préoccupations des couples, en pointant du doigt surtout l'homme qui intervient. On le verra avec notre troisième invité qui est sur ce plateau, le docteur Moïse Fiadjo. Il est médecin gynécologue, il est le directeur du centre de fertilité de la clinique Biassa. Docteur Moïse Fiadjo, bienvenue. Merci. Vous êtes au Togo, mais c'est la première fois que vous nous rejoignez sur SOS Docteur TV. Oui, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Alors, comment est-ce que vous appréciez le décor et nos locaux? Le décor est fabuleux, féerique. Okay. D'accord. Alors, c'est plus de 40 ans, d'accord, de chasse aux bons spermatozoïdes, je vais le dire comme ça. Vous êtes engagé, vous êtes resté, d'accord, dans les questions de fertilité. 2 mots sur ce parcours et puis nous allons évoluer. Oui, c'est vrai, ça fait plusieurs décennies que je m'occupe de l'infertilité du couple. Et parce que pendant mes études, je me suis toujours intéressé à l'embryologie, à l'histologie, et ça m'a amené à faire une maîtrise en biologie humaine, ce qui m'a permis d'être assistant en histologie à la faculté de médecine de Lille, et ce qui m'a permis de travailler au CECOS de Lille. Le CECOS, c'est le centre d'études et de conservation du sperme humain, initié par le professeur David, et qui permet donc de créer des banques de sperme dans la plupart des villes de France. Et moi, j'ai eu la chance de travailler au CECOS de Lille, qui est la banque de sperme de Lille, ce qui m'a permis de prendre goût aux problèmes de fertilité du couple et qui m'a permis aussi d'aller beaucoup plus loin dans la recherche de solutions à ces couples. Et Dieu que vous en avez trouvé avec donc les bébés éprouvettes, on en parlera bientôt. Oui. C'est vrai que la procréation, la fécondité assistée, on va dire ça comme ça. Vous en êtes l'un des pionniers au Togo. On va revenir sur tous ces éléments. Je le disais tout à l'heure, Gloria Martinez-Gamez, qui est biologiste et qui aussi s'est passionnée donc de la biologie pour apporter des réponses aux patients sans être au contact. On l'a retrouvée déjà dans un autre plateau. Les spécialistes vous parlent, elle est avec nous. Elle aussi, nous l'avons eu donc dans le cadre de ces journées. Retour donc à nos invités. Il est question d'analyser le sperme aujourd'hui, donc en allant faire appel à l'intelligence artificielle. Pourquoi analyser le sperme, nous demanderait un commun des mortels, madame Delacroix? Alors, analyser le sperme pour plusieurs raisons. Oui. La raison principale, c'est que malheureusement, dans le monde entier, plusieurs couples rencontrent des difficultés pour avoir un enfant. Oui. Donc, lorsqu'il y a un problème dans le couple, c'est très important de s'intéresser donc aux facteurs féminins, tout comme aux facteurs masculins. Donc, quand on parle du facteur masculin, ça passe en premier par l'analyse de sperme. Alors, l'analyse du sperme, aujourd'hui, pour aller donc apporter une réponse au couple, madame Martinez-Gamez, c'est votre passion. Vous nous avez dit dans l'autre plateau que vous êtes passionné donc
à la biologie, parce que vous voulez aider de cette façon les gens. Quand vous analysez le sperme, qu'est-ce que cela suscite chez vous? Ah oui, c'est une passion de découvrir s'il y a un problème, par exemple, ou d'évaluer, d'être capable de voir à travers le microscope des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Donc, de voir les petites cellules et comprendre comment elles se bougent, la forme et tout ça. Toutes ces études sont vraiment très intéressantes. Alors c'est vrai qu'en image on découvre donc cette course folle que les spermatozoïdes mènent le plus souvent pour permettre à notre espèce donc de se reproduire et d'autres espèces également. Alors docteur Fiadieu, c'est un enjeu majeur de santé publique aujourd'hui que d'aller interroger le sperme afin d'apporter des réponses aux problèmes de santé. Absolument. Comme vous venez de le dire, quand on regarde un spermogramme, quand on voit ces spermatozoïdes bouger, on se dit, mais c'est ça la vie, c'est le point de départ de la vie humaine. Les ovocytes, on les voit pas malheureusement, et même quand on les voit pas bouger. Mais quand on voit des spermatozoïdes bouger, on se dit, voilà, ça c'est la vie, c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui donne la pulsion de la vie. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, c'est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que la fertilité représente un problème, un enjeu public. Qui ne connaît pas dans son entourage, dans sa famille, quelqu'un qui a des problèmes de fertilité? 15 à 20% des couples qui naissent connaissent des problèmes de difficulté pour concevoir. Donc, nécessairement, si la nature humaine ne se reproduit pas, la nature humaine va se paupériser. Et ainsi, ne pas pouvoir faire d'enfants est un sujet de santé publique. Vous me direz qu'en Afrique, il y a beaucoup d'enfants. Oui. Vous me direz qu'il y en a qui en ont beaucoup. Oui. Mais moi, je dirais que ce n'est pas parce que mon voisin en a 10 que moi, je n'ai pas le droit d'en avoir au moins un. Avoir au moins un enfant pour chaque être humain, je pense que c'est un droit et il faut chercher à permettre à tout un chacun de l'avoir. Autre point important, c'est que lorsque les couples sont à la recherche d'enfants, ils sont prêts à tout mettre en œuvre pour avoir cet enfant. Et malheureusement, il y a des couples qui passent leur vie à rechercher un enfant et tout s'arrête à cela. Donc, si on peut permettre à ces couples d'aller au plus vite, d'aller à l'essentiel pour achever leurs rêves, je pense que non seulement ces couples sauvent leur argent, sauvent leur santé et dépenseront leur énergie à faire autre chose que à courir après un enfant. Et mieux contribuer au développement du pays. Absolument. Parce que être au service et penser à ce qui va se passer, cet enfant qu'on recherche aussi, ça distrait un peu, ça éloigne des objectifs. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc vous voyez que quand on voit dans une population, la population en général, on voit qu'il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas cette possibilité de faire des enfants, qui dépensent beaucoup d'argent pour faire des enfants, nécessairement. Je pense qu'il faut aider ces couples à le faire et que les pouvoirs publics mettent en jeu des éléments pour le faire. Vous savez, on considère que dans une population générale, il y a un nombre de couples qui nécessairement devront aller vers une assistance médicale à la procréation. Et en gros, on considère que dans une population, on considère on a besoin de 1000 cycles de fécondation in vitro pour 1 million d'habitants. Ah, d'accord. Donc, gros problème de santé publique. Oui. 1000 cycles par 1 million d'habitants. C'est gros. On considère que le Togo a 8 millions d'habitants. On considère que au Togo, on a besoin de faire 8000 cycles de fécondation in vitro pour pouvoir satisfaire aux besoins en procréation de la population. Et donc, ça reste quand même des chiffres énormes. Mais ce qu'on voit, Madame Delacroix, le plus souvent, c'est que quand on évoque les problèmes d'infertilité dans le couple, c'est souvent la femme qu'on regarde, on pense que c'est elle qui n'arrive pas à donner des enfants. Et donc, l'homme, il est mis de côté. Mais il y a quelque chose qui se dit aujourd'hui, même la qualité de notre sperme est en train de diminuer. C'est ça la problématique aujourd'hui. Alors, en effet, il y a deux problématiques que vous venez de souligner qui sont
nettes et qui malheureusement existent. Donc la première, c'est par rapport à tout ce qui est le sujet, le tabou autour de l'infertilité masculine. C'était aussi nous une des raisons de ces journées Sperm Today, c'était pour on s'est adressé à plusieurs médecins, biologistes, techniciens de laboratoire. C'était vraiment pour informer, sensibiliser à nouveau. Là, grâce à votre émission, on est ravis de pouvoir une fois de plus insister sur le fait que l'infertilité masculine existe. Donc, faut surtout pas en avoir peur. Au contraire, il faut en être conscient pour pouvoir justement la traiter et s'orienter sur un parcours PMA. Donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième que vous avez très bien soulignée, c'est que plusieurs études scientifiques à échelle mondiale ont démontré qu'au cours des dernières années, donc on parle des 100 dernières années, la qualité du sperme chez l'homme est en chute libre. Donc elle est en chute libre. Les raisons, il y en a certaines qui sont déjà évoquées, comme nos modes de vie, notre alimentation, le tabac, le stress. Il y a plusieurs choses qui font que cette qualité malheureusement va continuer d'ailleurs à diminuer si on ne change pas de comportement. Déjà oui, comprendre vraiment ce qui se passe et puis ensuite voir comment on peut régler exactement. Régler le problème, parce que ça reste quand même un enjeu majeur. Nous le disons, nous insistons là-dessus, parce que c'est l'espèce humaine, si vous voulez, qui risque donc, comme le disait le docteur Fiadjou, à un moment donné de s'éteindre. C'est vrai que c'est des millions d'années après, mais ça reste quand même inquiétant que en notre temps, on puisse s'attaquer aux problèmes auxquels on fait face. Mais on parle de la qualité spermatique, Madame Gloria Martinez-Gamez, ça nous renvoie à quoi? La qualité de sperme, on peut dire que afin de considérer un échantillon de sperme comme normal, tous les paramètres qu'on peut évaluer doit avoir un minimum pour avoir un peu être sûr qu'ils vont féconder. Donc pour cette raison, tous les paramètres qu'on devra évaluer pendant l'analyse de sperme, on espère trouver un certain nombre de mobilité, de concentration, de vitalité. Donc la qualité de sperme, c'est pas quelque chose très clair à chercher, mais on entend de trouver au moins un certain nombre de spermatozoïdes de chaque type. Voilà, donc dans une goutte de sperme, on va aller donc rechercher un certain nombre de paramètres qui permettent de dire que ce sperme qu'on a là, il est plus ou moins normal, et de bonne qualité pour pouvoir donc permettre de procréer. Alors, les problématiques évoquées à l'instant et que Madame Delacroix a ramassées, en allant nous interpeller sur la nécessité aujourd'hui d'interroger vraiment la position de l'homme en brisant les tabous. Alors, est-ce qu'en Afrique aujourd'hui, docteur Moïse Fiadjou, vous connaissez mieux nos réalités que donc nos beaucoup invités. Est-ce que c'est une question qui préoccupe les gens que de dire aujourd'hui, alors nous avons des problèmes, je vais aller voir si moi l'homme j'ai un bon sperme? Oui, tout à fait. Dans le temps, les hommes ne se préoccupaient pas de cela à partir du moment qu'ils avaient la possibilité d'avoir un rapport sexuel. Ils se disaient, moi je suis normal, moi je suis capable d'avoir 2 ou 3 rapports sexuels dans la journée, donc je suis normal, puissant, fertile. Viril et puis tout ça. Et malheureusement, on confond la virilité, la fertilité. Et on peut être un homme hyper viril et être hypofertile, comme on peut être un homme peu viril et très fertile. Donc ça, je pense que les hommes, même les hommes africains, commencent à le comprendre. Et lorsque un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, les hommes de plus en plus se posent la question de savoir est-ce que moi-même, est-ce que je suis bien? Et c'est pour ça que certains hommes même vont jusqu'à demander un spermogramme avant même d'aller se marier. Ou quelquefois, quand l'enfant tarde à venir, avant d'envoyer la femme à faire les examens, ils vont même se faire tester pour savoir est-ce que moi, je suis bien avant d'aller plus loin. Et malheureusement, on constate que il y a un certain nombre d'hommes dans un couple qui sont encore réticents. Voilà, et qu'il faut continuer à sensibiliser pour que, comme le disait tout à l'heure
Madame Delacroix, l'infertilité, ce n'est pas une maladie honteuse. Oui, bien sûr. Il faut pas en avoir honte. Si on ne peut pas, il faut se faire soigner, et ce n'est pas une fatalité parce que on peut soigner. Il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en œuvre pour justement arriver à vaincre ce mal. Alors, pour arriver à vaincre ce mal aujourd'hui, on va aller interroger l'intelligence artificielle. Peut-être que vous souhaitez rebondir sur ce point. Aujourd'hui, est-ce que ça se passe comme ça en Afrique? Mais sous vos cieux, est-ce que c'est la même réalité où pendant longtemps, on a eu donc à incriminer surtout la femme et penser que tout vient de là? Alors malheureusement, une fois de plus, je vais vous donner la raison. Oui. C'est une problématique qu'on retrouve nous à échelle mondiale, puisqu'on collabore avec des centres sur tous les continents. Oui. Donc la femme est souvent pointée du doigt. Elle est pointée du doigt dans la plupart des cas en premier. Oui. Surtout, par exemple, pour vous donner un exemple, quand il y a un début de grossesse et ensuite une fausse couche. Oui. On se dit, bon, peut-être, voilà, il y a une malchance, on va recommencer. Deuxième fausse couche. Donc là, on peut penser, s'il y a eu un début de grossesse, on va penser que le spermatozoïde a fait son travail. Oui. Puisqu'il y a eu fécondation, il y a eu création d'un embryon et un début de développement embryonnaire dans le corps de la femme. Tout à fait. Mais alors maintenant, ce qu'il faut savoir, et ce que les professionnels de plus en plus en sont bien conscients, c'est qu'un problème de fausse couche, c'est aussi parce qu'il y a eu un détachement, il y a quelque chose au sein du développement embryonnaire qui n'a pas fonctionné. Absolument. Et l'embryon, c'est la moitié de la partie féminine, l'autre moitié, c'est la partie masculine. Ouais. Et donc un défaut sur un spermatozoïde peut générer une fausse couche. Ah, d'accord. Donc tout ça pour expliquer qu'en fait, si un patient a un défaut majeur, c'est ce qu'on appelle sur l'ADN du spermatozoïde, il va réussir à féconder, mais il n'aura pas la capacité à vraiment s'accrocher, et ce qui va provoquer une fausse couche. Donc en cas de fausse couche, on peut vite penser que bon, dans le corps de la femme, quelque chose s'est passé, mais faut regarder les deux côtés. Ça peut venir des deux côtés. Voilà. Mais dans ce cas précis, comme vous le dites, le spermatozoïde n'a pas eu effectivement la détermination de s'accrocher parce que c'est une couche forme au départ. Il lui manquait un petit truc. C'est lui qui est allé, c'est vrai, d'accord, toucher donc on va dire appuyer sur le bouton, d'accord, donc l'ovule, et ça a commencé, mais encore qu'il puisse résister, tenir jusqu'au bout. Donc, à un moment donné, il peut arriver qu'il lâche prise. C'est ce que vous nous expliquez. Exactement. Donc, cela peut se passer à l'intérieur du corps de la femme, mais pas parce que c'est la femme qui est la source, mais le problème vient d'ailleurs. Alors, ça, c'est clair, ça se comprend. C'est ce qui vous amène, vous, donc, à aller chercher, justement, des analyses plus avancées que ce qui se fait de façon basique. Dans ce cas précis, on évoque l'ADN, donc vous allez au-delà de ce qui se fait de façon basique, c'est ça? Exactement. Les analyses basiques, les analyses les plus communes que les gens font, sont là, on peut voir la mobilité, si le spermatozoïde se bouge ou pas, la concentration, c'est-à-dire le numéro qu'on trouve, la vitalité, s'ils sont vivants, morts, et la morphologie, c'est-à-dire la forme. Mais après, on peut aller plus loin, et on peut évaluer aussi le fonctionnement de chaque spermatozoïde. On peut évaluer, comme Madame Delacroix a dit, si l'ADN est intact ou il y a des fragmentations, des cassures dans la chaîne de l'ADN, l'ORN, et aussi la réaction de l'acrosome. C'est en partie de la spermatozoïde qui contient beaucoup d'enzymes qui vont couper pour arriver à l'ovocyte. Donc on peut aussi évaluer ça. Et après il y a d'autres analyses qui vont évaluer s'il y a quelques anticorps qui sont en charge de faire que finalement il y a une fausse couche, par exemple. Donc il y a, pas mal d'analyses avancées qu'on peut évaluer. C'est-à-dire on va aller au-delà donc de ce qui se fait communément pour aller justement répondre à des situations comme elle l'a évoqué. Et c'est ça justement qu'on vit régulièrement. Et quand on ne pose pas les bonnes questions, on s'adresse pas aux bonnes personnes, on va se perdre un peu dans d'autres rouages. Et comme vous l'avez dit, on perd de l'argent, du temps surtout. Et quelque part,
l'espoir. Parce qu'à un moment donné, si on a perdu espoir, c'est qu'on ne peut plus aller faire recours au gynéco et qui va donc envoyer à la biologiste et peut-être solliciter le concours d'un autre intervenant, d'accord, qui est une société qui va opérer dans le domaine, fournir, apporter des solutions. Mais en Afrique, parmi les facteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, qui agissent sur donc la baisse de la qualité du sperme, on évoque les facteurs environnementaux. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'à part nos modes de vie, il y a aussi le monde qui nous entoure aujourd'hui, que nous avons cessé pollué. Est-ce que nous sommes sortis de l'auberge? Non, nous ne sommes pas sortis de l'auberge pour plusieurs raisons. Oui. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on n'arrive pas à faire d'enfants, on vous amène un peu partout. Oui. Et on vous donne des plantes, on vous donne ceci, on vous donne cela. Oui. Et on s'est rendu compte que malheureusement, beaucoup de ces plantes-là contiennent des produits qui sont soit des inducteurs de l'ovulation, qui vont permettre à la femme d'ovuler, et puis ça affaiblit la réserve ovarienne de la femme. Ou bien c'est des perturbateurs endocriniens qui font que les cycles de la femme ou même de l'homme sont déréglés. Oui. Je ne dis pas que ces plantes-là sont totalement néfastes, nocives, mais je dis tout simplement que à force de donner des plantes dont on ne connaît pas les effets secondaires, dont on ne connaît pas exactement le mode d'action, on finit par faire pire que mieux. Ouais. Et ça, c'est encore un fléau que l'on rencontre souvent en Afrique. Et c'est pour cela que moi, j'en appelle à deux choses. D'abord, ceux qui donnent les plantes, les tradipraticiens, bon, s'ils peuvent collaborer avec les médecins pour faire des études, pour savoir quelle plante donner dans tel cas, ça sera une bonne chose. Parce que la même plante, on peut pas la donner à un homme qui a une azoospermie, à la femme qui ovule trop. Donc d'abord, faut connaître en fait les problèmes et leur degré d'expression aussi. Absolument, avant de donner. C'est-à-dire infertilité ne veut pas dire qu'infertilité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, vous voyez, il y a ce problème-là en Afrique aussi, et il y a tout l'environnement, toutes les pollutions que nous subissons dans nos pays, qui font que malheureusement la fertilité baisse. Et je dois dire aussi que l'horloge biologique de la femme, comme de l'homme, on va pas dire que les hommes ils peuvent faire des enfants à n'importe quel âge, donc ils peuvent attendre 70 ans pour faire les enfants. La fertilité a un temps. Il faut faire les enfants quand on peut, quand on est jeune. Il faut pas attendre trop longtemps, parce qu'après, quand on attend trop longtemps, on ne peut plus. Oui, c'est vrai. Okay. Malheureusement, on voit trop de femmes qui ont perdu trop de temps à tourner en rond, et qui arrivent presque à la ménopause, et qui pensent qu'en faisant une fécondation in vitro, ça va régler le problème. Malheureusement, non. Alors, à ce stade, on nous dit souvent que les enfants qu'on fait d'ailleurs peuvent avoir certaines tares, justement. Ça aussi, ça reste une autre problématique. Absolument. On sait très bien que les ovocytes de la femme ont l'âge de la femme. Et que les ovocytes de la femme subissent forcément tous les effets néfastes de l'environnement, les ensoleillements, tout. Ce qui fait que l'ovocyte d'une femme de 40 ans n'a pas la jeunesse de l'ovocyte d'une femme de 20 ans. Absolument. Donc, forcément, l'ovocyte d'une femme de 40 ans va féconder, peut donner naissance à des tares, à des enfants qui ont des tares. Et c'est pour ça que, à partir d'un certain âge, il est conseillé de rechercher certaines anomalies, même génétiques. La trisomie 21, par exemple, absolument. À partir d'un certain âge, faire attention pour que on recherche si l'enfant à naître n'a pas cette tare-là. Et malheureusement, ce diagnostic ne se fait pas toujours dans nos pays. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va aller donc sur un autre registre, mais on reste dans notre sujet, Madame Delacroix. C'est la machine qui intervient, le logiciel qui va aujourd'hui aider les gens à mieux répondre en termes de recherche de la qualité donc de notre sperme. Alors, la machine qui intervient, qu'est-ce que l'on recherche quand on introduit l'intelligence artificielle aujourd'hui? Là aussi, parce on sait que dans l'imagerie médicale, depuis un certain nombre d'années, ça vient. Et aujourd'hui, il y a une forte pénétration dans les pays en développement, notamment sur le continent africain. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors, ce qu'on va rechercher, donc déjà, tout d'abord, le logiciel, donc c'est un logiciel d'analyse. Oui. C'est donc de l'analyse d'images qui ont été des images capturées via un microscope.
Et donc, cette analyse se fait via plusieurs algorithmes. C'est un logiciel qui a été entraîné sur un grand nombre d'échantillons et tout type d'échantillons, des échantillons de différentes qualités. Et donc, qu'est-ce qu'on recherche avec un tel système? C'est une aide dans l'analyse de sperme, parce qu'il faut savoir que c'est pas une activité très simple. Les biologistes pourront sûrement me confirmer. Analyser un sperme et comprendre voilà ce qui se passe, il peut y avoir énormément de raisons, il peut y avoir beaucoup de facteurs, beaucoup d'anomalies différentes. Donc l'analyse n'est pas simple à réaliser. En plus, il faut prendre en compte que les échantillons sont tous différents. Oui. Donc du coup, c'est une aide à cette analyse de sperme. Voilà. Donc on va venir au secours du biologiste qui va avoir plus de possibilités, plus de moyens sophistiqués, je vais utiliser le terme comme ça, pour pouvoir répondre efficacement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la machine est en train donc de dissiper toutes les insuffisances que le biologiste avait à décrypter le sperme? Je sais pas si toutes les limitations que les techniciens peuvent trouver, mais bien sûr, il va être honnête, vraiment, parce que c'est pas la même chose. Si un technicien démarre la journée et il sait qu'il y a 10 échantillons pour étudier, pour évaluer, et il est tout seul, par exemple. Mais par contre, avec les deux appareils, le microscope automatique pour faire l'analyse, c'est vrai que la prise d'image est différente après l'analyse automatique, et c'est finalement seulement regarder les analyses, vérifier que tout est correct, faire quelques modifications si besoin. Mais c'est vrai que le technicien peut être fatigué, et comme ça, il gagne de l'énergie pour le faire tout correctement. Alors, docteur Moïse Fiadieu, aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'intéresser aux nouvelles technologies. Est-ce qu'on a les moyens, dans un premier temps, pour y parvenir assez vite? C'est la question que j'ai envie de vous poser, avant peut-être d'évoluer. Ah oui, moi je trouve que oui. Je pense que l'évolution technologique n'appartient à personne. Ah oui. L'évolution technologique appartient à tout le monde. À tout le monde. Et nous avons tous le droit et le devoir d'en profiter. Ça c'est la première chose que je peux dire. Vous savez, à titre anecdotique, quand le téléphone portable allait venir en Afrique, moi je me suis dit mais non, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Tout simplement parce que je me disais mais les gens n'ont pas le téléphone fixe chez eux, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le téléphone portable? Mais je me rends compte qu'aujourd'hui le téléphone portable est devenu l'outil que les Africains utilisent. Le plus. Vous allez dans les villages, quand dans les villages, les gens vous demandent quoi? Ils vous demandent d'avoir l'électricité pour charger leur téléphone portable. Ils demandent pas l'électricité pour éclairer, pour charger leur téléphone portable. C'est ça leur problématique. Donc ça veut dire que il y a des progrès techniques auxquels nous devons participer. C'est vrai, ces progrès techniques coûtent cher, mais à nous de voir comment est-ce que nous allons pouvoir les mettre à notre portée. Les rendre d'abord disponibles dans nos pays et pour pouvoir les rendre accessibles à nos populations. C'est vrai, un appareil comme ça pour faire une analyse automatique du sperme permet d'enlever tout le caractère subjectif du spermogramme. Car, comme le disait tout à l'heure Madame Martinez-Gamez, quand on regarde un spermogramme à mobilité, on le regarde à l'œil nu et on calcule, on compte les nombres de spermatozoïdes et on calcule. On ne peut pas garantir que si on dit que le spermogramme est à 20% de mobilité progressive, que c'est 20%, ce n'est pas 21%, ce n'est pas 31%. Absolument. Il y a forcément des marges d'erreur. Il y a forcément une marge d'erreur qui est due à l'erreur humaine. Tout à fait. Nécessairement. Due à plusieurs facteurs. C'est pour ça que l'atelier d'aujourd'hui nous a permis quand même donc de faire monter en compétence tous les biologistes de façon à pouvoir mieux appréhender comment réaliser et diminuer cette marge d'erreur. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que avec la machine, on enlève tout ce caractère subjectif de l'analyse et on permet d'aller avec des résultats qui sont des résultats objectifs, vérifiables et fiables. C'est là où l'intelligence artificielle a tout son rôle à jouer et c'est là où c'est important
de faire ce saut qualitatif pour aller vers cela. C'est ça. Et ça nous permet, nous aussi, Africains, d'avoir des appareils de qualité et de pouvoir rendre des services de qualité à la population. Surtout qu'en Afrique, on a fait beaucoup d'enfants, vous sourirez à ce que je dis là. Ça va aider donc à ceux qui veulent toujours continuer donc à multiplier la vie, de le faire facilement. Alors, la machine, il l'a dit, c'est le rendre disponible, mais le rendre accessible. Aujourd'hui, ceux qui sont fournisseurs, ceux qui mettent à la disposition donc du monde médical, on va le dire comme ça, des outils, est-ce qu'ils ont toujours, disons, dans leur coin de leur tête un peu cette qualité, on va dire, ce rapport qualité et puis coût pour les Africains, parce que le plus souvent en Afrique, on a toujours ce problème de moyens financiers. Oui. Alors donc c'est un sujet qui a été abordé aussi pendant ces 2 journées, oui. Puisque forcément qui dit équipement, nouvelles technologies, intelligence artificielle. Voilà. Forcément, il y a toute une technologie derrière, il y a un équipement, donc ça a son coût. Ouais. Après, nous, ce qu'on remarque, c'est que dans la plupart des régions d'Afrique de l'Ouest où on travaille pas mal, on a beaucoup de collaborations dans plusieurs pays, on voit qu'il y a un réel besoin et surtout, on voit des équipes qui sont motivées, disponibles pour installer cette technologie et ensuite la divulguer aux confrères. Donc, nous, du point de vue fabricant, on voit le potentiel du développement en Afrique de l'Ouest concernant, donc pour notre part, uniquement ce qui touche à l'infertilité masculine, analyse de sperme. Alors, vivement que justement l'accessibilité puisse être garantie, je propose qu'on marque encore une nouvelle pause. Nous allons donc écouter certains donc qui ont participé à ces journées, ce qu'ils ont retenu, et puis nous allons revenir pour, disons, clore notre émission. Nous revenons. C'était très important pour nous de participer à ça parce que quand nous partons, nous sommes venus, nous rentrons avec une certaine compétence qui n'avait pas, qui n'existait pas à l'époque parce que au départ, si on s'arrêtait sur la méthode manuelle, maintenant aujourd'hui, on a appris la méthode informatisée qui nous permet de lire les spermes. Au bout de 3 minutes, vous avez tous les résultats. Par contre, dans l'activité journalière, si vous lisez un spermogramme, sachez que pour répondre les malades, vous les promettez, vous les fixez un rendez-vous pratiquement de 2 à 3 jours pour qu'ils puissent avoir les résultats. Donc c'est très important pour nous, bien que nous n'avons pas encore ces équipements, mais avoir déjà des compétences de manipulation de ces équipements, c'est déjà un plus pour nous et ça nous aidera demain après-demain, quand nous aurons ces appareils, de bien mettre en application les compétences qu'on a eues. J'ai été vraiment contente d'apprendre. Et si on pourra avoir cette occasion de se rencontrer souvent pour d'autres formations, ça nous fera vraiment plaisir. Et on en prendra toujours. Déjà, en fait, à la base, nous, on faisait au laboratoire Solabsen le spermogramme classique, le standard. Et là, on a appris comment l'automatiser pour faciliter et améliorer le plateau technique dans notre pays. Retour donc au plateau avec nos invités. Je rappelle que nous sommes avec Madame Elsa Delacroix, Esport Manager donc à Microptique, donc une société qui propose des solutions en matière donc d'intelligence artificielle, d'accord, surtout en ce qui concerne les problèmes de fertilité. Également avec nous au plateau Gloria Martinez-Gamez, elle est biologiste, elle utilise déjà les solutions qui sont là et c'est de ça que nous parlons sur ce plateau. Et encore avec nous un autre invité, le docteur Moïse Fiadieu, médecin gynécologue. Pour ceux qui connaissent le monde de la gynécologie au Togo, vous le connaissez très bien. Il est dans la lutte contre les mauvais spermatozoïdes depuis plus de 40 ans et a beaucoup aidé des couples à avoir des enfants et sûrement que certains vous envoient leur salut en ce moment même qu'ils sont en train de vous regarder. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Gloria, la machine remplace l'homme? Ici, la réponse que je dirais pas forcément. C'est vrai que ce type de machine aide beaucoup aux techniciens, biologistes, pour faire les choses le plus vite possible et pour avoir plus de patients par jour, pour ne pas être si fatigué. Mais on recommande toujours, après l'analyse,
qu'une personne doit venir et vérifier, tout vérifier, parce que il y a encore un composant qui est humain. Et c'est vrai que pour le moment, les yeux humains ont beaucoup de valeur. Donc, la machine est seulement honnête. Et après, c'est la personne qui a le dernier mot. Alors, ça veut dire que la machine ne remplace pas l'homme? Mais c'est évident, c'est évident que l'homme doit être au cœur de tout progrès. Oui. Est-ce que l'ordinateur remplace l'homme? Non, absolument. Non, l'ordinateur ne peut pas remplacer l'homme. C'est l'homme qui le programme. C'est l'homme qui le programme, et si vous demandez des choses à l'ordinateur, l'ordinateur va vous le faire. Tout à fait. Donc c'est la même chose. C'est ce que l'on demande à la machine que la machine va nous faire. C'est ça. Mais ça veut dire tout simplement que pour utiliser ces machines à bon escient, il faut avoir une bonne formation. Oui. Une bonne formation de base et une bonne formation sur la machine pour pouvoir l'utiliser correctement. Sinon, la machine devient un jouet. Ouais. Vous n'allez pas l'utiliser à bon escient. Absolument. Nous avons des téléphones portables hyper sophistiqués, Oui. mais nous n'arrivons pas à les utiliser même au 10e de leur potentialité. Ouais, ça, c'est vrai. Nous avons des ordinateurs que nous n'arrivons pas à utiliser. Tout à fait. Donc tous ces équipements sont des aides qui doivent permettre à l'homme d'évoluer, à l'homme de se développer, de se réaliser davantage. Mais il faut se former, se familiariser avec l'appareil, de façon à pouvoir rentrer dans l'appareil et épouser les notions des concepteurs pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, ces machines ne peuvent pas remplacer l'homme. L'homme reste toujours Le maître à bord. Voilà. Et doit surtout posséder un certain nombre donc de prérequis et surtout actualiser ses connaissances au fil justement des progrès pour pouvoir donc être à même de pouvoir utiliser de façon optimale, parce que vous l'avez dit. Vous donnez une image, c'est vrai, caractérielle quand vous dites qu'on a des téléphones sophistiqués, qu'on n'arrive même pas à utiliser au 10e de leur potentialité, quand on est dans un pays où on n'a pas forcément le maillage technologique nécessaire, Internet, pour parfois se situer, et qu'on a un téléphone qui est dans la, je sais pas, 35e, 40e génération, on se pose des questions. Alors, est-ce que la machine, c'est vrai, aussi intelligente que peut-elle être, c'est 100% d'efficacité, Madame Delacroix, vous qui vous posez des solutions? Alors, 100% d'efficacité, tout dépend ce qu'on appelle par efficacité. Oui. En tout cas, ce que la solution apporte, déjà, ça va être du confort pour nos biologistes, nos techniciens supérieurs de laboratoire. C'est également un gain de temps, puisque donc c'est vrai qu'avec, ça a été démontré qu'avec une machine, un système, l'analyse peut se faire plus rapidement. Donc ça va avoir plusieurs répercussions. Tout d'abord, le nombre de patients va pouvoir augmenter par jour. Donc du coup, les rendez-vous vont être pris plus rapides, parce que dans certains centres, on écoute, il y a 1 mois, 2 mois d'attente pour avoir rendez-vous pour un spermogramme. Donc ça va, l'efficacité de la machine va pouvoir permettre plus de rendement, et ça va avoir des répercussions directes sur le patient, qui au lieu d'attendre pendant longtemps va avoir son résultat plus tôt, et plus tôt on a les résultats, mieux c'est que de pouvoir recourir rapidement à un protocole qui permet donc de régler le problème. J'espère que je m'exprime bien. Tout à fait. Voilà. Mais Madame Gamez, la question qui va se poser, c'est que est-ce qu'il va voir par moment un certain nombre de facteurs, des choses qui vont faire que la machine aussi puisse se tromper, enfin je ne sais pas, puisse avoir quand même des difficultés à donner des résultats? Ici, c'est important, une chose que vous avez dit avant, il faut faire une bonne formation chaque fois qu'un laboratoire va incorporer une machine comme celle-ci dans leur routine. Et il faut faire une bonne formation afin de comprendre le type d'image que le logiciel va reconnaître pour bien l'analyser. Et toujours, il faut savoir connaître le type de limitation qu'on peut avoir, si l'image n'est pas bonne, s'il y a quelque chose à respecter, le timing. Donc oui, on peut trouver des difficultés, mais la formation, je dirais que c'est la solution à 90% des problèmes qu'on peut avoir lors de l'analyse. D'accord.
Donc ça veut dire que la machine, si elle est entretenue, elle est maintenue, elle devrait normalement continuer donc, à fournir les résultats, on va dire, optimaux. Absolument. Et puisse quand même satisfaire les questions. Donc encore faut-il que celui qui l'utilise puisse être vraiment au point lui-même, d'accord, en termes de compétences, d'accord, de capacité à pouvoir bien utiliser la machine. C'est ça, ça veut dire que l'homme reste encore le problème. Absolument. Absolument. L'homme reste le seul maître à bord et reste en même temps le problème. Le problème, oui. Mais je dois souligner un point très important, c'est que ces machines sont connectées aux fournisseurs. Et on peut faire de la télémaintenance de ces machines. Donc, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, à distance, on peut assurer la maintenance. Et c'est ça qui est un bon partenariat qu'on peut avoir avec Micro-Optique sur ce type d'appareil. Voilà donc de l'intelligence artificielle en tout point. Absolument, absolument. Tout azimut, et c'est justement, il faut en profiter. Faut en profiter, il faut pas faire l'économie. Voilà, c'est vrai que ça règle beaucoup de problèmes et on va revenir vers ces aspects pour aller pratiquement à la fin de notre émission. Mais on va faire encore un tour de table sur aujourd'hui un facteur qu'on observe au sein des populations. C'est que sur tous les cieux aujourd'hui, Madame Delacroix, tout le monde va parler d'aphrodisiaque. Ça se vend sur Internet, ça se vend partout. Qu'est-ce que les gens recherchent? Alors, c'est quel type de produit? Excusez-moi, je vous pose une question. Voilà. Alors, ça va être des produits, on va vous dire bio, donc de certains savoir-faire médicaux endogènes de certaines communautés, mais c'est aussi, d'accord, des choses qui existent en pharmacie qu'on achète. Les aphrodisiaques, on en connaît un peu partout. On vous dira, ça renforce, d'accord, ça permet à l'homme de bien. Et chocolat. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on va pas citer de nom, mais entre-temps, on a vu le Viagra qui a fait donc le tour du monde. Qu'est-ce que les gens vont rechercher aujourd'hui? Est-ce que c'est de pouvoir bien profiter d'accord, où on va rechercher la fonction primaire, d'accord, des organes que Dieu nous a donnés, à savoir faire pérenniser notre espèce. Alors là, il y a... C'est tout un débat, hein? Oui, c'est tout un débat. Mais pour reposer le cadre, je me permets juste de souligner que l'infertilité, donc, ne veut pas dire virilité, comme on l'a dit au début, oui. Et ne veut pas dire impuissance. Voilà. Ce sont bien des choses totalement différentes qui n'ont aucune relation les unes avec les autres. Alors, c'est le point de départ. Il faut le comprendre déjà comme ça. Voilà. Donc, impuissance n'est pas égale à infertilité. Voilà. On évolue donc. Et ensuite, c'est pas la peine d'aller recourir aux artifices parce que on veut être actif. Mais on va revenir au docteur Fiadio qui est du domaine. Il va nous dire, est-ce que quand on en abuse, on peut avoir des problèmes? C'est l'actualité de notre émission. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes, on en voit qui prennent un peu n'importe quoi. Ok. Moi, je vais reposer leur question autrement. Est-ce que c'est parce qu'on a eu trop de rapports dans le passé qu'aujourd'hui, on n'a plus de taux de spermatozoïdes? C'est ce que vous voulez savoir? Ben, c'est ça. Moi, je dirais que non, puisque le système de production des spermatozoïdes est un système continu, permanent. Voilà. Et que, qu'on ait des rapports, qu'on n'ait pas de rapports, les testicules. Ça va continuer. L'usine continue. Comme les autres hormones que notre organisme produit. Et les spermatozoïdes qui ne sont pas sortis, ils restent sur place et meurent. Mais l'usine continue sa fonction. La nature a tout prévu. Donc on fasse beaucoup, fréquemment, ça change rien du tout. Je dois dire aussi que actuellement on considère que pouvoir avoir des rapports, c'est un signe de bonne santé. Donc, absolument. Si on arrive à avoir des rapports, même à un âge avancé, c'est un signe de bonne santé. Donc, c'est pour ça que les gens font donc les gens recourent à tout ça. Mais est-ce que je reste avec vous? Mais je dois dire que signe de bonne santé, si on n'arrive pas à avoir des rapports, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Absolument. Donc ça veut dire qu'il faut soigner le problème. Si on peut avoir des rapports normalement sans avoir recours à cela, c'est un signe de bonne santé. Mais s'il faut avoir recours continuellement à ces produits pour avoir des rapports, donc il y a déjà un problème. C'est un signe de mauvaise santé. Donc c'est comme ça qu'il faut voir le problème. Absolument. Alors vous qui nous écoutez, vous voyez, on a déplacé un peu le sujet, mais on reste dans notre cadre, d'accord, pour bien profiter donc de sa vie, de sa sexualité. Il faut surtout parler donc aux bonnes personnes, qui ont les bonnes solutions pour nous. Il faut pas aller vers donc des univers où on ne contrôle plus rien, parce que le plus souvent ça devient une autre souffrance. Alors,
C'est vrai que vos mondes se sont rencontrés pour aujourd'hui proposer encore plus de solutions. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette collaboration? Je m'adresse à vous plutôt, le docteur Moïse Fiadjou. Vous êtes tombé sur lui par hasard ou c'est lui qui a demandé à améliorer justement ce qu'il fait depuis plus de 30 ans au service de la fertilité et des couples? Ok. Donc avec le docteur Fiadjou, on s'est rencontrés lors d'un congrès. Donc sachez qu'il y a beaucoup de congrès sur les problèmes d'infertilité, l'andrologie à échelle mondiale. Donc c'était lors d'un congrès il y a plusieurs années maintenant. Et parce que nous en tant que entreprise et justement fournisseur de nos solutions, on se déplace pour aller à la rencontre des laboratoires, des spécialistes du secteur qui pourraient avoir besoin de nos systèmes. Donc c'est lors d'un congrès et puis après les échanges se sont faits. Il y a eu de grandes discussions sur plein de sujets différents, variés, jusqu'à l'installation d'un beau système à la clinique Biasa. Oui. Et dans nos longues discussions, il y avait toujours ce sujet on devrait créer un événement en Afrique de l'Ouest pour réunir un petit peu les confrères. Et donc de là est née l'idée de ce Sperm Today qu'on a eu la chance de pouvoir réaliser ces jours-ci. Sur la terre togolaise, d'accord, le Togo qui part en avant-garde, il fait encore, d'accord, des solutions au service donc des couples en termes de fertilité. Alors 2 jours à Lomé, Madame Martinez-Gambez, vous êtes venue, partager avec les gens, mais sûrement que vous avez appris quelque chose aussi. Qu'est-ce que vous retenez ces 2 jours en tant que biologiste? Pour moi, voyager en général me donne l'opportunité de beaucoup apprendre parce que je peux voir l'intérêt réel de tout le monde pour l'analyse de sperme, pour être continuellement formé et pour aller plus loin. Donc, spécifiquement ici à Lomé, je peux voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de continuer à se former, d'améliorer les choses et de donner aux patients finalement le meilleur traitement et la meilleure attention. Oui. Donc, je suis très contente d'être ici et d'avoir beaucoup appris. Et j'espère que aussi cela va ouvrir la porte pour une meilleure communication et pour continuer à améliorer l'analyse de sperme et comment les choses sont faites. Alors, docteur Moïse Fiadjou, toujours dans la recherche de meilleures solutions au couple, ça implique aussi qu'il faut penser au côté social des choses parce que de plus en plus, la vie se dégrade, mais les gens ont envie de faire des enfants. Aujourd'hui, en termes de perspective, qu'est-ce que vous ouvrez aux communautés? Parce que le plus souvent, quand on évoque le privé, les gens pensent que c'est cher, les solutions qu'on propose. Alors, pour moi, la plus grande perspective, c'est de donner l'opportunité à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de fertilité d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que nous perdons beaucoup de temps à des patients qui se fourvoient dans des erreurs diagnostiques. Tout à fait. Et le fait d'avoir des diagnostics fiables en termes de spermiologie va permettre aux couples de poser les bons diagnostics, d'aller à l'essentiel, de proposer les traitements adéquats. Car, j'aime bien le dire, que lorsque les couples arrivent à la fécondation in vitro ou à l'assistance médicale à la procréation en général, ils ont déjà passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent avant d'y arriver. Alors que ces couples auraient pu faire l'économie de tout cet argent qu'ils auront dépensé et aller droit au but. C'est pour cela que pour moi, c'est important de donner envie aux biologistes de la reproduction d'aller vers la qualité des examens de qualité, des résultats de qualité, dénués de toute subjectivité pour permettre aux couples d'opter pour les stratégies thérapeutiques les plus adéquates. De quoi donc pérenniser l'espoir pour ceux qui, peut-être à un moment donné, ont pensé que tout est fini. C'est de dire qu'il y a une solution qui existe. Un dernier tour de table pour peut-être le message que vous avez à l'endroit de ceux qui nous regardent et du monde médical pour finir notre émission. À commencer avec vous, Madame Delacroix.
Ok, donc déjà tout d'abord, merci pour cette opportunité qu'on ait pu s'exprimer sur ce sujet sur votre chaîne. Ouais. Notre but premier, c'était vraiment d'informer et de sensibiliser les professionnels de la santé et également toute la population qui y a autour. Donc ça, c'est notre première satisfaction d'avoir pu réaliser ces 2 journées. 2 journées qui, pour l'anecdote, ça fait 3 ans qu'on les organise. On était prêts à venir et puis il y a la pandémie qui est arrivée. Oui. Donc voilà, on a eu le temps de peaufiner et d'ajuster ce projet. Donc on est vraiment content d'avoir réalisé ces 2 journées dédiées à la spermiologie et surtout d'avoir pu rencontrer un grand nombre de professionnels de la santé. Et moi, je vais rentrer avec vraiment cette image et cette idée où j'ai vu une collaboration vraiment très très forte entre tous ces professionnels qui viennent de pays différents, qui travaillent dans le public, dans le privé, et ils veulent vraiment cette envie de collaborer pour gagner en qualité, pour continuer dans ce développement. Donc il y a vraiment de très très belles synergies. Donc on est fiers de pouvoir apporter notre petite pierre dans ce beau projet. Ouais. Donc moi je vais retenir ça parmi toutes les choses que je vais retenir, mais ça sera vraiment la belle découverte. D'accord, merci beaucoup d'être passé. De quoi renforcer la coopération sud-sud. Vous avez vu donc cette coopération se manifester devant vous. Vivement qu'à votre niveau aussi, vous puissiez avoir plus d'initiatives pour pouvoir favoriser plus d'accès aux solutions qui sont proposées. Bon retour chez vous. On se dit peut-être à une autre fois si le docteur Fiadio pense encore vous ramener sur nos terres pour un autre projet. Madame Elsa Delacroix, vous êtes donc responsable. D'accord, c'est Export Manager qu'on a mis, donc on va garder ça à micro-optique. Bon retour chez vous. Merci. Alors, Gloria Martinez-Gamez, biologiste, vous êtes venue. Vous avez dit que vous avez beaucoup appris. Si vous avez un message aujourd'hui à délivrer, qu'est-ce que vous diriez? Mon message est aussi, je suis très d'accord avec ce que Madame Delacroix a expliqué. Et le message est que si la clé de tout est la communication entre les personnes, les échanges qu'on peut faire, parce que une chose est d'écrire des emails, de nous appeler, mais c'est vraiment quand les gens sont ensemble qu'ils peuvent échanger tous les avis, toutes les opinions, et d'ici on peut avoir des choses vraiment intéressantes. Donc pour moi aussi, j'étais vraiment surprise de tous les avis que les gens ont partagés, de toute la collaboration qu'on a eu ici. Donc aussi, c'est, l'opportunité de nous retrouver tous et beaucoup apprendre, comme j'ai dit, oui. Alors, message donc au docteur Moïse Fiadio qui va tout faire pour encore vous réunir très prochainement. Comme je l'ai dit, Gloria Martinez-Gamez, vous êtes biologiste, donc vous étiez à Lomé aussi dans le cadre de ces journées Sperm Today. Bon retour chez vous. Merci. Alors on va finir avec votre hôte, le docteur Moïse Fiadio. Vous avez entendu donc le message de l'une que de l'autre. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui donc apporté comme message? Je peux dire que c'est un grand pas qui a été fait au cours de ces 2 journées. Un grand pas pour plusieurs raisons. La mise en place d'un nouveau système qui nous permet d'avancer. Et de mettre à la disposition de la population togolaise un nouvel outil d'innovation, mais de qualité, qui doit nous permettre d'aller vers la qualité. Un grand pas aussi dans la relation avec les biologistes de la sous-région. N'oublions pas que une dizaine de pays ont été représentés au cours de ces journées et qu'un certain nombre de ces praticiens utilisent déjà le système d'analyse automatique du sperme. Donc ça a été un grand rendez-vous du donner, du recevoir, et nous avons appris beaucoup des uns des autres, des expériences des uns et des autres. C'est une très bonne chose, et je pense que sous l'égide de micro-optique, nous qui utilisons le système, nous allons pouvoir lancer donc une étude donc au niveau du spermogramme de l'homme africain, et je pense que ce sera une bonne étude
qui sera dénué de toute subjectivité et qui nous permettra d'aller de l'avant. Mais pour la population, étant donné que nous adressons à la population, je voudrais simplement dire aux hommes comme aux femmes, le fait de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas une maladie honteuse. Il faut pouvoir en parler. Et que ce n'est pas une fatalité. Et que ce n'est surtout pas une fatalité, et qu'il y a des traitements, qu'il y a des mesures, des stratégies thérapeutiques qu'on peut mettre en place pour pouvoir arriver à bout. Ne perdons pas de temps au couple, et au couple, ne perdez pas votre temps, allez à l'essentiel, car l'horloge biologique tourne. Un enfant, il faut le faire quand on peut, et non quand on veut. Quand on peut, c'est-à-dire quand on est jeune. Le plus tôt est le mieux, donc c'est ce que vous nous recommandez. On fait les enfants tôt et puis on a le temps de se reposer. D'accord, chers téléspectateurs, vous aurez compris, c'était là les mots du docteur Moïse Siadjou, médecin gynécologue, je l'ai dit. Il se bat depuis des décennies pour apporter justement cette réponse à ceux qui la recherchent pendant des années, parce que l'enfant, c'est un bien précieux que tout couple, d'accord, que tout être humain désire avoir. Les solutions existent. Adressez-vous aux bonnes personnes et surtout, restez focalisé sur l'objectif et ne perdez pas le temps, comme on l'a dit. Votre objectif surtout, gardez l'œil rivé sur nous, notre écran. Le meilleur reste à venir. On se dit à très bientôt dans un autre numéro de votre émission Les Grands Enjeux sur SOS Docteur TV. À très bientôt.